Connaissez-vous avec Martin Chouinard. Aujourd'hui, Martin discute avec un monsieur qui ne manque pas d'idées pour faire bénéficier les autres de son savoir, Louis Lévesque. Encore une fois, cette semaine, j'ai le plaisir de vous présenter quelqu'un que je connais peu, mais que je vais découvrir avec vous aujourd'hui. Et évidemment, comme je le dis souvent, certains d'entre vous connaissez déjà cette personne, mais vous allez peut-être vous aussi la connaître différemment. C'est Monsieur Louis Lévesque. Tout d'abord, bonjour Louis, parce qu'on a dit qu'on se tutoierait, c'est bien. Ouais. Oui, c'est plus facile, plus intéressant. Effectivement. Alors, comme je le disais, hein, c'est sûr que dans le milieu des non-voyants, il y a beaucoup de monde qui se connaissent. Toi, tu es à Québec, si je ne me trompe pas. Oui, effectivement. OK. Je suis plutôt originaire du bas du fleuve, mais arrivé à Québec pour faire mon université. Puis, à l'université, je travaillais, j'ai étudié en informatique, puis j'ai toute ma vie travaillé dans le domaine de l'informatique, sauf un petit stage dans un syndicat ici à Québec, là. Puis j'ai fait ma carrière pendant 30 ans dans la fonction publique au gouvernement. Quand j'étais jeune, j'ai perdu un œil assez jeune, ce qui fait qu'il me restait juste un œil, puis quelque part au début des années 80, il s'est mis à développer du glaucome. Et le glaucome était difficile à maîtriser, mais on l'a maîtrisé pendant une trentaine d'années à force de gouttes et de certaines interventions chirurgicales. Il y a eu essentiellement pour le glaucome 3 interventions chirurgicales, puis les 2 premières se sont complétées en pouvant me permettre de garder mon œil qui me restait. Puis la 3e, ça s'est fait là, le 30 octobre, la veille de l'Halloween, dans le fond, la journée de l'Halloween, pardon, le 30 octobre 2011. Puis il y avait eu une intervention en matinée pour maîtriser le glaucome, puis en soirée, la pression s'est mise à augmenter, puis ça a complètement détruit mon aire optique de mon œil qui me restait. Ça a été comme j'ai une expérience très douloureuse, là. Le glaucome, ça provoque des douleurs. Quand c'est incontrôlé, ça provoque des migraines terribles, là. Qui fait que le temps que je me rende à l'hôpital, là, la dernière chose que j'ai vue de façon relativement claire, c'est le petit appareil qu'ils prennent pour prendre la pression de l'œil, qui est le petit, avec un petit cercle bleu, là. C'est la dernière chose que je me rappelle avoir vue de façon assez claire, là. Précise. Oui. Mais juste avant, parce que, bon, on va déjà assez vite dans le temps, mais tu dis, bon, t'es né dans le bas du fleuve, c'est ça? Oui. Et est-ce qu'on peut dire environ, pour situer les gens, vers quelle année? Oui, je suis né en 1956, dans la région de Rimouski, là, Montjoly, plus précisément. OK. Puis, j'ai fait mes études primaires et secondaires là-bas, le cégep aussi, pour aller passer quelques 2 ans et demi à l'Université de Sherbrooke en informatique. Mais là, bon, j'ai eu certaines difficultés scolaires, je dirais, académiques, qui fait que j'ai terminé mon cours à Québec, à l'Université Laval, toujours en informatique, qui fait que le séjour à Sherbrooke et le passage par l'Université Laval m'ont permis d'accumuler des expériences de travail dans le domaine de l'informatique, là. Mais quand tu étais, admettons, au primaire, au secondaire, c'est quand c'est venu ça, le goût puis l'intérêt pour l'informatique? C'est venu davantage au moment du cégep, là. OK. On a eu un cours à un moment donné d'informatique, parce que faut dire que quand on se rapporte, on est dans les années 70, 75, là,
c'est pas comme aujourd'hui là où on marchait avec des cartes perforées, on fonctionnait l'ordinateur du cégep, là, on appelait ça une pause par jour, là, t'envoyais ton programme, puis t'étais mieux de pas trop faire d'erreurs, t'avais pas trop le temps de faire de corrections, là, t'sais. Fait qu'on apprenait à penser logiquement, à penser en décortiquant les étapes une par une. C'est un peu ça, l'informatique, là. Mes profs disaient à l'époque qu'ils apprenaient à systématiser avant d'automatiser, là. Donc, décortiquer les étapes, puis après ça, tu rentres ça dans la machine. Fait que c'est surtout au cégep que j'ai découvert l'informatique, puis j'ai beaucoup aimé ça, qui m'a orienté par la suite pour dire à l'université, continuer dans ce domaine-là. Okay? Parce que c'est ça, l'informatique n'étant pas ce que c'est maintenant, c'était quand même plus... oui, c'était de l'informatique, mais comme tu dis, il fallait pas trop... fallait quand même savoir ce qu'on faisait, puis... Oui. Faut pas faire... Que c'était des environnements corporatifs, là. C'est de l'informatique pour entreprise. Moi, je ne sais pas si ça te dit quelque chose, le COBOL, le Fortran, c'est les langages qu'on utilisait à ce moment-là. Donc, tout devait être décortiqué étape par étape, mais la valeur 1 dans le champ qui s'appelle A, puis additionne 1, puis ainsi de suite, là, fait une boucle. Il fallait vraiment tout décortiquer. Donc, c'était ça un peu... ça existe encore, ce genre de choses-là, aujourd'hui, mais pour les gens aujourd'hui qui utilisent des iPhones, des choses comme ça, ben, on le voit pas, mais toute cette mécanique-là existe toujours, mais elle nous supporte aujourd'hui. Là, on n'en a plus connaissance, on n'a plus besoin de la comprendre comme à l'époque. Là. À moins de vouloir absolument. Là. OK. Donc, ça, c'est arrivé au cégep, mais parce que sinon, c'était quoi le plan de match? Est-ce qu'il y avait autre chose qui s'enlignait d'un point de vue carrière ou si tu savais pas trop? Ou... Ben, c'est un peu comme tous les jeunes qui sortent de l'école. Puis moi, j'étais un petit peu jeune pour l'époque, là, c'est-à-dire j'ai commencé l'école, j'avais pas tout à fait 5 ans, étant né au mois de septembre, là. Fait que juste à temps, là, pour pas commencer un an plus tard comme moi, là, qui est né le 3 octobre. Là. À l'époque, ma mère m'avait envoyé dans une école privée, une petite école de quartier, mais gérée par une bonne madame qui donnait l'école. Puis quand je suis arrivé pour la première année, puis là, quand j'ai eu la deuxième année, ben, ils se sont demandé est-ce qu'on y refait faire sa première année ou on l'envoie tout de suite en deuxième, là, tu sais. Fait que mes parents ont décidé que dans le contexte, c'était aussi bien que je continue en deuxième année. Fait que quand je suis arrivé au cégep, j'avais 15 ans, 16 ans, tu arrives là, même quand tu finis ton secondaire, tu n'étais pas trop sûr, tu dis, bon, ouais, les sciences, ça m'intéresse, ça, physique, chimie, bon, mais quoi précisément, c'était pas très clair. Puis au cégep, avec le cours d'informatique qu'on a eu, là, c'était un cours assez de base, là, mais ça m'a quand même piqué puis intéressé. Puis pourtant, tu vois, il y avait des profs qui disaient il n'y avait pas d'avenir là-dedans, l'informatique. Là. C'était drôle un peu, là, tu sais. Pourtant, ça a été comme le boom, là, les gens qui terminaient le cégep dans la même époque n'avaient pas de difficulté quand ils finissaient en informatique à se trouver un emploi. Puis ça a été la même chose rendu à l'université. On n'avait pas trop de difficulté à se trouver un emploi. Là, incroyable de penser que certaines personnes pensaient qu'il n'y aurait pas d'avenir là-dedans. C'était... C'était quand même... Personne ne pouvait soupçonner où ça pouvait déboucher. Il n'y avait pas encore de mini-ordinateur. On était encore loin de là. La capacité, ce que tu achètes avec une clé USB aujourd'hui, ça coûtait une fortune à ce moment-là. La puissance que tu as dans un iPhone, tu étais très loin de ça dans les ordinateurs de l'époque. Fait que l'application, c'était de faire des factures, c'était ça évoluait là, assez rapidement tout de même, mais faire la paye,
des choses comme ça. T'sais. Fait que c'était beaucoup dans ce que j'en connaissais, des besoins corporatifs, là. Des besoins administratifs, si tu veux. Oui, c'est ça, les particuliers n'avaient pas encore Non, on était encore quand je suis arrivé à l'université, ça a commencé à peu près, je commençais à voir surgir les Apple, là, Apple One, Apple Two, des choses comme ça. Là. Le Steve Jobs était déjà à l'œuvre dans son garage. Là. OK. Et là, bon, là tu as fait le cours à l'université, tout ça. Et là, juste pour nous resituer dans le temps, la perte du premier œil, ça, c'était arrivé en quelle année? C'était un petit peu. J'avais 8 ans à peu près, là. Ça veut dire 56 plus 8, 63, 64. Là, mon souvenir est un petit peu imprécis, là. Mais c'est dans ces eaux-là. On a essayé de le sauver, mais à Rimouski, à l'époque, il n'y avait pas de département d'ophtalmologie, ce qui fait que on est monté à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont à Montréal. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais pendant un certain temps, j'avais réussi à garder un certain degré de vision dans l'œil. Puis, à peu près à la même époque que mon glaucome s'est déclaré, là, en 83, à peu près à la même époque, je ne sais pas pour quelle raison, là, mais la vision de mon mauvais œil, c'est comme estompé complètement. Fait qu'à ce moment-là, j'avais plus du tout de vision. Là. Au début, à la fin de mon cours universitaire, dans le fond, là, à peu près à ce moment-là que la vision est complètement disparue. Là. OK. Mais quand tu as eu la perte du premier œil, ça, c'était comme au primaire, autrement dit, là. Est-ce que ça a été... ça t'a occasionné beaucoup de problèmes pour poursuivre l'école ou avec un œil, ça allait quand même bien? Bon, en général, ça allait, là, mais c'est sûr que tu deviens un peu mal à gauche, puis j'ai jamais... c'est pas en soi un empêchement, ça vient un peu avec le caractère, au sens où j'étais un gars qui aimait lire, qui aimait... je suivais le programme spatial américain, j'étais fou de ça, j'aimais ça plus être dans les activités, comme il disait à l'époque, intellectuelles, là, qui fait que tout ça, j'ai jamais fait énormément de sport, mais j'ai toujours essayé de faire toutes sortes de choses. J'ai été dans les cadets de l'armée à un moment donné, puis essayer de faire du tir, par exemple, mais vu que c'était mon œil droit qui était endommagé, tu essaies de tirer du côté gauche, ça va pas très bien. Fait qu'il y a toutes sortes d'ennuis, mais... Ouais, de petites choses là, un peu incommodantes. Là, qui... je veux dire, j'ai fait mon cours primaire, secondaire dans les temps, je dirais. Là, ça n'a pas tout le temps été facile, mais c'était plus pour je dirais, des activités physiques là, que ça me dérangeait. Tu étais un peu maladroit, évidemment. Tu n'as pas la perception trois dimensions. Là, fait que, mais dans l'ensemble, puis j'avais des parents quand même là, qui comment je dirais, nous supportaient, là, qui ont une mère qui a déjà fait l'école elle-même, puis mon père était dans la construction, puis il y avait quand même un cours technique qui était. Donc, j'avais des parents éduqués, donc le côté, comment je dirais, académique, là, puis tout ça. Était valorisé. OK. Et là, qu'est-ce qui s'est passé après l'université? Comment ça s'est déroulé, l'emploi, puis tout ça? Ben, c'est ça. Ben, là, j'ai fait différents emplois dans la fonction publique, là, mais j'avais travaillé pendant les études dans différents ministères, puis aussi, à l'époque, là, c'était l'hôpital Robert Giffard qui faisait la paye de plusieurs autres hôpitaux de la région de Québec. Donc, je travaillais, on me donnait des petits mandats de développer des programmes, examiner, faire l'analyse de petites fonctions qui s'ajoutaient à des éléments qui étaient déjà en marche, là, soit dans le ministère, soit à l'hôpital. Donc, pendant mes études, je te dis, je combinais à la fois les études et le travail par le fait qu'à l'Université de Sherbrooke,
il existe ce qu'il appelle il appelle ça le programme coopératif. C'est d'ailleurs pour ça que je suis allé là au départ. C'est que c'était, tu faisais une session de cours, une session de stage, une session de cours, une session de stage, tu sais, qui fait que j'ai manqué un peu de discipline dans mon approche, qui fait qu'à un moment donné, j'ai dû, comme je te dis, être trop de difficultés académiques là, pour poursuivre à Sherbrooke, mais j'ai pu me faire réadmettre à Laval, là, puis poursuivre là, les cours. Mais je pense que à l'université, là, puis en y pensant rétrospectivement, les difficultés visuelles étaient là, parce que dans le sens, quand j'avais un œil, puis je pense qu'il était déjà un peu amoché à ce moment-là, parce que une affaire que je n'ai pas parlé pendant le secondaire, peut-être en lien avec les activités que je faisais, puis la maladroitesse que j'avais par moment, mais j'ai eu un choc, là, je me suis cogné à un moment donné, et ça a provoqué un décollement de rétine dans mon bon œil. Oh, OK. OK? Qui fait qu'on a dû retourner encore là à l'hôpital Maisonneuve pour installer, il appelle ça un buckle, là, installer une chirurgie correctrice de la rétine. Puis je pense que à ce moment-là, ça a créé peut-être une certaine limitation, je ne sais pas comment dire ça, mais je pense qu'il y avait quelque chose dans l'œil là, qui se préparait dès ce moment-là. Tu as senti qu'il y avait quelque chose qui était plus comme oui, bien, c'est ça. Ce qui fait que, rétrospectivement, je me souviens à l'université, j'allais dans des cours, puis j'avais toujours certaines difficultés à bien lire au tableau, là. Probablement que ma pupille, ça grandissait pas suffisamment, elle restait trop petite, là, qui fait qu'il n'y avait pas assez de lumière qui passait. Fait que j'ai l'impression que ça a contribué à mes difficultés, là, que j'ai eues, là, à l'université par la suite, là. Je m'en suis sorti, là, mais quand j'y pense aujourd'hui, là, avec la connaissance que j'ai, je pense que ça a pu contribuer à rendre les choses un petit peu plus difficiles, là, tu sais. Mm-hmm. Fait que, c'est ça. Fait que, après avoir, je dirais, fait mon cours universitaire, puis avoir eu des expériences de travail, ben, j'ai pu rentrer au gouvernement du Québec, là. D'abord à la Régie des Rentes, puis par la suite, j'ai fait d'autres ministères pendant une trentaine d'années, OK, toujours en informatique, là. Puis à un moment donné, j'ai réussi. J'ai entré à la SAAQ, là, la Société d'assurance automobile. Et à ce moment-là, j'ai eu un mandat là, que pour moi a été majeur, je dirais, là, où il y avait, c'était dans le cadre d'une refonte qui faisait des systèmes de l'indemnisation des accidentés automobiles, là. Il fallait, j'avais littéralement une section de ce système-là qui visait à transmettre des lettres aux clients de l'assurance automobile, les gens qui avaient subi un accident. Puis il fallait concilier, aller chercher de l'information dans le système, l'inscrire dans la lettre, la transcrire. Mettons que c'est peut-être que dans le système, c'est écrit 1, 2, 3, mais il fallait qu'à un moment donné que ça dise monsieur, madame, mademoiselle, là, tu sais. Mm-hmm. Il fallait traduire, dans le système, c'était peut-être écrit 25, ben il fallait dire qu'on vous doit 25$ ou que vous nous devez 25$, tu sais. Il fallait être capable de comme interpréter un petit peu les codes là, qui étaient là, puis de les traduire dans une lettre. Fait que moi, c'était d'aller chercher le data, d'y appliquer la bonne traduction, puis en même temps de développer toute l'infrastructure, de concevoir toute l'infrastructure informatique logiciel, le programme, qui permettait de faire en sorte que les avocats qui rédigent les textes juridiques ben, les mettent en forme, puis les rentrent dans le système, puis disent, bon, dans telle circonstance, c'est telle lettre qui contient tel paragraphe, puis qui contient telle information, monsieur, madame, 23, 24, 25, etc., là, qui donne un contenu compréhensible pour
son chèque de la régie de l'assurance automobile, puisse comprendre qu'est-ce que c'est qu'il y avait au bout et pourquoi on lui donnait ce montant-là. Puis il y avait des aspects légaux. Parce que si on donne un chèque, la personne peut arriver qu'elle ne soit pas contente de son chèque et demande une revision. Fait qu'il y avait des enjeux d'avoir la bonne information, de ne pas se tromper. Là, non plus, on ne voulait pas envoyer la lettre à Martin Chouinard alors qu'elle était destinée à Louis Lévesque. Ouais. Il y a toutes sortes d'enjeux de ce genre-là. Fait que ça a été très intéressant. Moi, je concevais les choses. Le poste que j'occupais, c'est un poste de professionnel. Donc, c'est des gens qui sont issus du milieu universitaire. Donc, on appelle ça un analyste en informatique. Un analyste en informatique, ben, ça conçoit les choses, ça ne code pas nécessairement. Mais j'avais une équipe de techniciens qui travaillaient avec moi. Moi, je lui disais, voici, c'est ça qu'on veut arriver comme résultat. Ça nécessite qu'on mette telle chose en relation avec telle chose, qu'on fasse telle étape avant telle autre étape. Puis les techniciens, eux autres, faisaient la programmation. Puis il fallait que tout ça, c'était plusieurs programmes, celui-là qui permettait d'enregistrer les paragraphes, d'enregistrer les lettres. L'autre programme qui dit qu'on admet ou qu'on donne un montant à la personne et pour quelle raison. Puis il fallait tout ça que ça revienne se coller dans la lettre, là, puis il y avait un bon assemblage, puis après ça, imprimer la lettre. Là, il y avait des technologies qui étaient relativement nouvelles à l'époque, là, de l'impression laser. Aujourd'hui, là, les imprimantes qu'on a de bureaux, là, les DeskJet et compagnie, là, à l'époque, ça n'existait pas. Tout ce qu'il y avait, c'était des grosses imprimantes qui faisaient des jobs comme ça. Fait qu'il fallait attacher tous ces morceaux technologiques-là, puis les morceaux de logique ensemble, puis les morceaux de données ensemble, puis tout ça pour faire un chèque qui arrivait à Martin Chouinard avec Monsieur Chouinard, vous avez eu un accident et on est bien malheureux de ça, mais en vertu de cet accident-là, vous êtes cassé une jambe, ben, vous avez droit à recevoir tel montant, vous occupiez tel emploi, vous avez droit à tel montant, et ainsi de suite. Là. C'était ça un peu, c'est d'arriver à ce résultat-là qui soit compréhensible par la personne qui recevait la communication. Puis il y en avait de toutes les sortes, ça peut être des demandes de documents. Il y avait vraiment une variété. Fait qu'il fallait que ça soit assez polyvalent comme système pour arriver au résultat escompté. Là. Mais toi, fallait, dans le fond, être assez très au courant du résultat qu'on voulait avoir, puis être un peu créatif, là, un peu... tout était à inventer, là, tout était à mettre en place. Tout était à mettre en place, puis moi, j'arrivais à la SAQ, là, puis encore plus avec l'indemnisation, c'était un secteur qui était vraiment étranger pour moi. Fait qu'il y avait tout un vocabulaire à comprendre. On appelle ça aujourd'hui la logique d'affaires là, de la SAQ dans le domaine de l'indemnisation. Il fallait que j'intègre ça, puis dire, bon, ben OK, c'est ça que vous voulez faire. Voici qu'est-ce que je vais avoir besoin, moi, de recevoir comme information, puis voici ce que je vais vous retourner comme information. Et voici ce qui va apparaître sur la lettre qu'on va envoyer. Puis la lettre va être accompagnée avec un chèque. Puis il fallait comme vraiment conceptualiser tout ça. C'était ça mon rôle, là. On appelle ça, dans notre langage d'informaticien, un architecte fonctionnel, là, qui voit comment les morceaux s'assemblent un à un, dans le fond, et qui va dire aux techniciens, aux programmeurs, ben voici le morceau numéro 1, il va faire ça, ça, ça et ça. Puis là, il y a un deuxième technicien qui va faire le morceau 2, qui fait autre chose. Puis c'est le résultat de la combinaison de 1 et 2 qui donne le résultat qui est en l'occurrence une lettre intelligible puis adaptée à la situation du client. Là. On s'imagine moins maintenant que tout ça, fallait que ça ait été conçu, là, maintenant.
C'est sûr qu'il s'en conçoit encore des systèmes, mais tu sais, à la base, là, quand tout est à faire, là. C'est ça. En fin de compte, je ne sais pas si tu connais Word un tout petit peu, mais dans le fond, c'est un publipostage qu'on faisait. Sauf que à l'époque, il n'y avait pas des logiciels comme Word ou Excel ou des affaires comme ça. Littéralement de développer toute pièce, en particulier compte tenu qu'on était dans un environnement très, très particulier là, d'indemnisation avec des montants d'argent quand même importants et des contextes juridiques à respecter. Là, fait que c'est un publipostage de haut niveau. Là. Oui, puis qui demandait, comme tu disais tantôt, de tout assimiler le vocabulaire et tout ça. Et tout ça, on avait des échéances à respecter, puis je t'avoue qu'à des moments donnés, là, on vient anxieux, là, parce que tu dis, faut que je respecte l'échéance, parce que la loi est supposée rentrer en place à tel moment, le ministre s'est engagé de livrer à tel moment, puis tu dis, ben là, je comprends pas au départ où vous voulez aller. On dit le vocabulaire, là, c'est la moitié de la job, c'est de comprendre le vocabulaire. Fait que je t'avoue que j'ai passé un mois ou deux comme à m'arracher les cheveux un peu. Oui, parce que le temps presse, puis qu'il faut que ce soit prêt pour la loi qui entre en... C'est ça. C'est ça le contexte qui était vécu à l'époque. Aujourd'hui, puis je t'avoue, je suis assez content de dire que ce système-là a vécu pendant, au moins, en tout cas, ce que j'ai su par la suite, une bonne vingtaine d'années, là, même malgré l'évolution des technologies par la suite, là, justement, de l'existence de systèmes de publipostage et compagnie. Là. Aujourd'hui, on ne ferait pas ça de la même manière, là, évidemment. Il y a beaucoup de choses qui ont été développées qui prennent ça en charge. Là, mais à l'époque, il fallait créer beaucoup de choses de toutes pièces. Là. Oui, puis d'efficace, parce que, bon, ça n'allait pas changer de système à chaque année ou à chaque 5 ans. On était dans une plage, une période où les budgets étaient là pour réaliser ce changement-là, cette évolution-là. Il avait vendu au gouvernement que ça allait faire différentes choses, ce système-là. Là. Moi, c'est juste un morceau. Quand je parle des lettres, c'est peut-être la pointe de l'iceberg. Puis je ne veux vraiment pas dire que ce que les gens ont fait en arrière était moins important. Au contraire, là, c'était excessivement important, tous les morceaux là, qui vérifiaient qu'un client était admissible, qui vérifiaient qu'est-ce qu'on devait lui donner comme montant d'argent. Moi, j'étais là pour faire en sorte qu'on puisse lui communiquer l'information de façon intelligible. Là. C'est ça, mais il y avait plein d'autres étapes avant d'en arriver, comme à l'aspect de transmission de l'information. Là, à la fois dans l'informatique, puis à la fois dans le processus d'indemnisation lui-même. Là. Ça a duré 4 ou 5 ans, ce mandat-là. Puis j'ai toujours resté par la suite dans des environnements un petit peu plus... avec une connotation qui avait un certain rapport avec la technologie, je dirais plus quincaillerie, là, un petit peu. Parce que quand j'ai développé ce système-là de la SAC, comme je t'expliquais au début, il y avait l'impression laser, là, qui était quelque chose de un petit peu nouveau, là, qui fait que j'ai gardé un certain, dans d'autres mandats par la suite, là, certains aspects de ma job qui continuaient à graviter autour de l'impression, là, pendant quelques années à la SAC, pas à la SAC, au ministère Emploi et Solidarité. On a fait une étude où on voulait, justement, le ministère voulait acquérir une imprimante de ce genre-là, faire de l'insertion mécanisée de grande envergure, puis éventuellement acheter un tas de petites imprimantes comme on a aujourd'hui, comme je te dis, les DeskJet qu'on peut avoir. Là. Mais à l'époque, c'était comme trop gros, le boucher était comme trop grosse, qui fait que ça n'a pas pu se réaliser, là, mais j'ai passé 2-3 ans à essayer de vendre cette idée-là au sein du ministère de l'Emploi et Solidarité. Mais ça m'a amené à travailler après ça
toujours au ministère dans ce qu'on appelait il appelait ça la planification de capacité, c'était d'essayer d'évaluer quelle capacité, quelle grosseur de machine. Là, aujourd'hui, si tu veux, tes gigahertz, là, puis tes gigaoctets, ben, c'était un petit peu ça qu'on s'occupait, mais pour les ordinateurs de grande envergure, parce qu'encore là, c'était des dépenses énormes, ça représentait plusieurs millions, puis dizaines de millions de dollars. Comme je te dis, acheter ce que tu achètes aujourd'hui à la pharmacie avec une clé USB, tu achètes un Tera sur une clé USB aujourd'hui, puis à l'époque, on achetait 5 gigas, puis il fallait monter une justification, puis aller au Conseil du Trésor, parce que c'était quelque chose qui valait plusieurs milliers de dollars. Là, fait que, tu sais, c'était considérable, là, fait qu'il y avait des processus, c'est sûr que le gouvernement, ça a l'air lourd, mais en réalité, c'est que pour le contribuable, il faut que le contribuable sache que son argent est bien dépensé. OK? Fait que ma job, moi, c'était dans le fond de demander aux gens qui travaillaient à concevoir des systèmes comme je l'avais fait à la SAC, là, pas les mêmes, mais des systèmes similaires. Vous prévoyez qu'il y aura combien de transactions, là, combien de fois vous allez faire enter dans une journée typique. Puis quand on regarde la pointe de la journée, là, c'est un peu comme l'hydro. L'hydro, quand il calcule les barrages, il calcule en fonction de la pointe de consommation d'électricité. Ce qui fait que nous autres, on faisait ça, mais pour la capacité, disons ça de même, là, pour que les gens comprennent, comme des gigahertz là, les processeurs, la grosseur des processeurs, l'intelligence de la machine, la grosseur de la mémoire, puis la grosseur de disque qu'il y aurait besoin pour répondre à tous ces besoins-là. Puis, une fois qu'on avait identifié la liste, le nombre de transactions, on mettait ça, j'appelle ça la machine à saucisse, puis ça nous disait combien de gigahertz là, qu'on allait avoir besoin, puis combien de gigaoctets qu'on va avoir besoin. Puis, moi, je rédigeais après ça la justification qui était analysée là, par les gens du Conseil du Trésor, puis qui disaient, oui, ça fait du sens ce que vous demandez, puis il y avait les ordinateurs étaient la propriété de chacun des ministères à ce moment-là, là. Fait qu'il fallait que chaque ministère présente sa propre justification, puis le Conseil du Trésor regardait ça, puis il disait ça fait du sens, ou il y a telle affaire qu'on pense que vous pourriez faire mieux, t'sais. Fait que c'était un petit peu ça mon mandat, là, de défendre les besoins du ministère, les présenter puis de les défendre le cas échéant. Là. Fait que, évidemment, je n'étais pas tout seul là-dedans. Là. Moi, j'étais encore là un peu la pointe de l'iceberg, la personne qui tenait le crayon, mais il fallait que je comprenne ce que les autres voulaient dire, par contre, puis de l'expliquer de façon intelligible. Là, mais c'est des mandats dans lesquels j'ai été un petit peu parachuté par moment. Mais j'ai toujours aimé ça, apprendre. C'est un peu ça qui m'avait attiré vers l'informatique, là. D'apprendre des nouvelles choses, d'être... les défis, un peu, là. Oui, c'est ça. J'aime beaucoup ça dans ce contexte-là. Là. Puis des défis dans le monde technologique, puis je te dirais qu'aujourd'hui, j'adore encore ça, on pourra en parler un petit peu tantôt, là. Mais c'est encore quelque chose que j'aime beaucoup, le défi de l'art technologique, la nouveauté dans le domaine technologique. J'ai toujours été attiré. Là. Des fois, j'en faisais trop, mais je te dirais que c'est toujours quelque chose qui m'a fasciné, là, de comprendre comment ça marchait et comment ces bidules-là allaient s'arrimer l'un avec l'autre. Là. Puis, c'est ça. Éventuellement, dans un autre ministère, là, j'ai participé au déploiement de... Ça remonte à loin, là, mais on parle de Windows 95. Je m'en rappelle, moi. Fait que les postes de travail de ce ministère-là étaient à Windows 3.1. Puis là, on voulait installer Windows, puis avec du WordPerfect, puis des Lotus. Puis là,
on voulait faire passer tout le monde avec du Windows 95. Fait que là, il fallait faire un plan d'acquisition, savoir combien qu'on aurait besoin pour arriver à faire le budget. Fait que puis ensuite, établir une cédule là, comment on appelle ça, là? Une cédule de transition, là, une cédule d'installation. Puis là, aujourd'hui, ils ont toutes sortes d'outils qui lui permettent de faire ça à distance, mais à l'époque, à l'époque, il fallait aller directement sur les postes avec les disquettes. Puis là, à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a parlé d'un outil là, qui appelle Ghost, comme un fantôme, qui permettait littéralement de faire une copie d'un squelette d'installation, puis tu avais juste besoin du squelette, puis tu allais sur le poste, puis ça, au lieu de passer avec chacune des disquettes, la disquette de Word, la disquette d'Excel, la disquette de chacun des logiciels, on pouvait aller avec un seul produit, un seul item, puis faire le déploiement. Fait que c'était beaucoup plus efficace. Il fallait planifier la formation aussi des gens. Donc, ma job, dans le fond, c'était comme de faire un petit peu chef d'orchestre là-dedans, puis de dire, bon, voici ce qu'on a à faire pour arriver au résultat. Il fallait aller rencontrer des équipes de travail, puis dire, bon, à quel moment vous allez être prêts pour que vos gens aient eu la formation, pour que quand on va arriver avec le nouvel outil, le nouveau environnement Windows 95, que les gens soient up and running là, pour travailler. Là, fait que ça a été un petit peu ça, là, le mandat de l'époque. Là. Ça aussi, ça a été intéressant. Il fallait vraiment intégrer puis aller chercher les comment je l'appellerais, donc beaucoup de contact humain là, avec les équipes. Là. Moi, ça, c'est l'autre élément. Quand je disais tantôt, j'aime les défis, mais j'aime aussi cette notion-là de travailler pour quelqu'un, puis quelqu'un qui a besoin de ce que tu réalises. Oui, pas juste travailler avec la machine, puis le côté disons, là, technologique. Là. Aussi, prendre conscience de ce que la personne va faire avec, puis comment qu'elle va. Mm-hmm. C'est ça. Puis j'essaie toujours de garder en tête, de dire, quand elle va le prendre, là, c'est pas juste de penser qu'elle a une machine devant elle, puis qu'elle va instantanément savoir comment ça fonctionne, que tu lui mettes un programme devant elle, puis qu'instantanément elle va savoir. Alors, on le sait tous aujourd'hui que, on le sait pour ceux qui utilisent quelque outil que ce soit un marteau ou un autre, mais si tu mets le marteau devant l'enfant puis que tu lui as jamais montré comment s'en servir, attends-toi pas qu'il plante un clou. Là, c'est ça, il peut avoir le meilleur instrument qui soit. Il faut quand même qu'il sache s'en servir. C'est ça, non? Il y a ce bout-là de toujours le souci, dans le fond, là, que la personne à qui je livre, dans mon cas, c'est de la technologie, que cette personne-là comprenne le mieux possible et soit en mesure d'utiliser le plus rapidement possible avec l'ensemble des fonctionnalités qu'on lui met devant lui. Là. Okay? Parce que c'est ça essentiellement. Là. On ne fait pas ça pour notre plaisir, on fait ça pour que ça serve. Là. Okay? Fait que c'est un petit peu ça. Puis éventuellement, curieusement, moi j'ai toujours eu aussi, depuis que j'ai commencé dans la fonction publique, j'ai toujours eu aussi une implication sociale et dans mon cas aussi syndicale. Là, j'étais OK. Et dès que j'ai commencé dans la fonction publique, je me suis impliqué dans mon syndicat comme délégué syndical. Là. Ça s'appelle le Syndicat des professionnels du gouvernement du Québec. Puis j'ai occupé différentes fonctions dans ce syndicat-là, surtout comme délégué. Mais j'ai appris à connaître des gens là-bas, puis à impliquer. Puis nous autres, en informatique, on avait un enjeu particulier qu'il y a moins dans d'autres domaines de l'administration publique, c'est ce qu'on appelle la sous-traitance. En informatique, les besoins, surtout dans ces années-là, là, les années 80, 90, 2000, les besoins de réaliser des choses en informatique
était de loin supérieure à la capacité du personnel de le faire. OK. C'était par un facteur j'avais déjà calculé à un moment donné qu'en termes de budget, il y avait à peu près 13 fois plus de ce qu'on appelle des consultants en informatique, là, où les budgets, autrement dit, de services professionnels en informatique équivalaient à 13 fois à peu près le budget du personnel dans la fonction publique. Ce qui fait que ça créait des irritants parce qu'on avait comme un peu la perception que les belles jobs, des jobs de développement, un peu comme ce que je t'ai raconté que j'ai fait à la SAC, je reviendrai un petit peu sur la SAC dans une seconde, mais étaient donnés, les belles jobs étaient donnés aux consultants, puis les gens qui étaient de l'interne étaient comme destinés eux autres à faire le courant, l'entretien, l'ordinaire. Okay. Quand j'ai travaillé à la SAC, j'ai été chanceux, on avait une équipe où il y avait à la fois des consultants puis des internes, puis qu'il y avait des beaux mandats à faire pour les deux groupes, disons, d'employés. Les deux parties, là, les deux. Les deux parties, c'est ça. Mais il y avait quand même ce fond-là d'irritation, si tu veux, qui était toujours sous-jacent, ce qui fait que c'est un peu en réponse à ça que je me suis impliqué là, dans le syndicat, qui m'a amené éventuellement au début des années 2000 là, à travailler pendant 5 ans comme conseiller syndical. Là. J'étais vraiment libéré de mes tâches dans la fonction publique. Là. Puis là, j'étais conseiller, puis justement sur le dossier de la sous-traitance. Il y avait une conseillère qui était là avant moi, mais elle avait décidé de retourner dans son ministère. On pouvait être libéré temporairement, puis si on le voulait, au bout d'un certain temps, retourner dans nos ministères. Fait que la personne qui m'a précédé avait décidé de retourner dans son ministère, fait qu'ils ont fait un concours interne au syndicat qui était réservé aux employés de la fonction publique ou aux employés professionnels. Puis la responsable politique, là, la membre de l'exécutif, si tu veux, qui faisait qui était la patronne, dans le fond, de ce dossier-là, elle m'a appelé, elle a dit, j'aimerais ça que tu appliques, tu sais. Fait que là, il y avait un concours écrit, puis finalement, ma candidature a été retenue, là. Fait que c'était des belles années où j'ai appris beaucoup de choses sur le plan des aspects juridiques, je dirais, là, analyse de fonction publique. Puis encore là, il y avait beaucoup de relations humaines, là, mais c'était pas des mandats faciles non plus parce que les gens étaient très irrités de la présence de sous-traitants, mais un syndicat, ça applique une convention collective, là. Puis, dans l'occurrence, la convention collective interdisait aucunement au patron d'embaucher des ressources externes. Tout ce qu'elle disait, fallait qu'il consulte les employés, consulte le syndicat pour avant de faire d'attribuer son contrat. Fait que moi, je me suis concentré à faire en sorte qu'on systématise ce processus de consultation-là. Dans différents ministères, puis par la suite, c'est une procédure qui s'est répandue au fil du temps, puis là, je ne sais pas comment c'est aujourd'hui, évidemment, mais ça s'est, comme je te dis, formalisé, puis là, la consultation se faisait, mais ça réglait pas le fond de l'histoire tout à fait, là. Comme je te dis, c'était une consultation, ça disait, avez-vous quelque chose à dire quand, si je vous dis que j'engage un consultant, une ressource externe, qu'est-ce que vous en pensez? On pouvait dire qu'on n'était pas d'accord, mais si le patron disait que lui... Il le faisait quand même. Il y en a besoin, il y en a besoin. Fait que ça créait des irritants. C'est ça, ça ne voulait pas dire que ça réglait le... C'était une consultation, là, c'est pas parce c'est pas parce que je t'ai dit que je suis pas d'accord que ça va t'empêcher pour autant de faire ce que tu veux faire, là. Il y avait des besoins, puis ces besoins-là exigeaient qu'il y ait des ressources externes. Mais
c'était intéressant parce qu'il fallait côtoyer les ministères, puis les professionnels dans les ministères, puis essayer de comprendre où est-ce qu'ils voulaient aller, puis essayer de faire comprendre au patron qu'il fallait qu'il y ait une communication qui s'établisse avec les délégués syndicaux qui représentaient un point de vue. Ça ne veut pas dire que c'est le seul point de vue valable de l'organisation, mais c'était de créer, au-delà de la sous-traitance, un environnement de consultation. Puis la patronne qu'on avait à ce moment-là, elle voulait beaucoup développer des choses. Quand j'ai appris beaucoup de choses sur des trucs comme des tests psychométriques, sur vraiment rencontrer des gens de tous les environnements, que ce soit en foresterie. À un moment donné, j'ai eu à rédiger des mémoires pour l'analyse de projets de loi, là, les fameux PPP qu'il y avait à l'époque, partenariat public-privé, quand ils ont créé le Centre de services partagés du Québec, là, le CSPQ. Il y avait M. Bellemare, à un moment donné, l'ancien ministre Bellemare, qui voulait abolir le droit de revision il voulait accélérer la procédure d'analyse des réclamations qu'on pouvait faire pour la CSST, qu'on pouvait faire pour la SAC. Fait que, à un moment donné, il y a des gens qui étaient des membres qui trouvaient que ça n'avait pas d'allure. Fait que j'ai été un peu la main qui a écrit certains des mémoires que le syndicat présentait, aider les responsables politiques à faire leur présentation. On est allé à quelques reprises en commission parlementaire expliquer nos points de vue expliquer nos points de vue au gouvernement. Ça m'est même arrivé à un moment donné de me retrouver à Montréal, à un moment donné, à devoir participer à un débat sur les fameux PPP. Je présentais une position contre, puis il y avait d'autres gens là qui venaient présenter des positions pour. Puis là, c'était drôle parce que nous autres, les professionnels du gouvernement, on était assez peu affectés par ce phénomène-là. Mais bon, comme j'avais écrit un mémoire à ce sujet-là, j'avais été contacté pour participer au débat. Mais comme je l'ai dit, c'était un peu accessoire, là, mais j'avais trouvé ça assez amusant comme... puis j'avais défendu mon point de vue suffisamment que il y a des gens qui sont venus voir après. Mais oui, mais pourquoi vous venez je pourrais dire, là, parler contre les PPP? Là. Nous autres, on est pour, puis il y a des mandats, il y a de l'argent à faire là-dedans. Là. Nous autres, on n'est pas très heureux que vous veniez faire ce genre de présentation-là. Bon, c'est comme je dis, c'était un à côté, mais je l'avais trouvé bien amusant. Là, mais ce qui est fort intéressant, c'est que ça t'a fait toucher à plein d'aspects, là, l'aspect technologique, l'aspect humain, l'aspect syndical, là, où ce que, bon, souvent, ça brasse un peu plus, c'est pas, comme tu dis, c'est pas toujours facile, mais bon, ça doit pas être trop routinier, en tout cas. Ouais, c'est que les gens ont des attentes dans les milieux de travail, des frustrations qui tournent, qui présentent à leur syndicat. Puis on était dans un secteur, comment je pourrais dire, non? Le mandat que j'avais était quand même assez mou, là. Tu sais, quand quelqu'un qui est en grief, quelqu'un qui est présenté en grief, là, parce que son patron veut lui appliquer une sanction, c'est pas mal, t'es pas mal dans l'action, là. Puis tu sais que ta job, c'est de faire en sorte que la sanction soit allégée ou t'étais quasiment comme un avocat, là, tu sais. Nous autres, c'était, dans le mandat que j'avais, c'était des insatisfactions que tu avais à gérer. Mais des insatisfactions qui venaient non pas du patron, mais qui venaient des employés, puis qui disaient, là, le patron, je trouve qu'il m'écoute pas suffisamment, il y a un climat de travail on entend ça beaucoup ces jours-ci, là, les climats de travail toxiques. À l'époque, il n'y avait pas une reconnaissance très forte de ce genre de situation-là. Fait que
les outils pour faire valoir ces points de vue-là étaient pas faciles, là. Je me souviens d'être allé une fois, c'était ça Saint-Jérôme, non, Saint-Eustache. Il y avait des gens du ministère de l'Environnement qui n'étaient pas très contents. Il y avait une réforme administrative qui se préparait, puis les gens étaient pas contents. Bon, moi, j'arrive là un peu parachuté, puis on rencontre le patron, puis là, ben, j'étais pas à côté sur mon exécutif. Là, je travaillais un petit peu en solo, là. C'est un peu dommage, mais j'essaie de répondre, faire valoir les insatisfactions des gens, mais tu peux pas mettre le point sur la table non plus parce que tu n'as pas de mandat. Puis surtout, c'était pas un cas où la convention collective était nettement bafouée. Là. C'était pas ça. C'était vraiment question de point de vue, question d'interprétation. T'sais. Fait que on y va, puis on essaye d'expliquer au patron que ses employés sont un peu malheureux, puis il fait comprendre. Il y avait beaucoup de ça dans la job que j'avais à faire au syndicat. Là. Il y avait beaucoup de ça. Là, des gens insatisfaits, un peu malheureux, puis qui souhaitaient des ajustements, mais tu n'avais pas tout le temps des arguments, je dirais, très forts, très durs, juridiquement parlant, là, pour forcer le patron à bouger. Là, mm-hmm. On était un peu dans... On pédalait un petit peu dans le jello à ce moment-là. Là, mais c'était intéressant, puis j'ai appris beaucoup de choses, comme j'ai dit, point de vue analyse de texte, puis même à un moment donné, parce qu'on avait eu des conflits à l'interne du syndicat même, là, j'ai même contribué là, à créer un syndicat de conseillers dans ce syndicat-là, un syndicat d'employés syndiqués. Un syndicat d'employés de syndicats. C'est pas, on n'est pas les seuls, là, mais il y avait des problèmes qu'il fallait régler. On a senti à un moment donné que la seule façon de résoudre ça prenait un syndicat pour représenter les conseillers. Donc, j'ai participé à la rédaction d'une proposition de convention collective, puis ça aussi, j'ai appris beaucoup là, en faisant ça. Là. Mais comme tu peux voir, là, j'ai pas un cheminement là, tout à fait linéaire dans mon approche. Là. J'ai fait un peu toutes sortes de choses, dans toutes sortes de domaines, un peu expérimentation, essai, erreur, puis je dirais apprendre beaucoup de choses dans toutes sortes de domaines, mais je dirais quand je m'investissais à fond. J'essayais d'aller chercher pour les gens pour qui je travaillais, puis le meilleur, puis aller tirer le plus de connaissances qui pourraient être utiles pour un avenir dans ces circonstances-là. C'était vraiment les deux aspects là, qui me guidaient tout le temps. Là. OK. Ben, c'est super intéressant quand même parce que on a toujours besoin de gens qui s'impliquent et qui veulent le meilleur. Là. C'est pas. Ben, je dis pas que ça arrive jamais, ça arrive, c'est sûr. Là, mais... Et tout le temps, ben là, j'étais tout le temps en parallèle, un peu avec des implications sociales. Bon, mes enfants ont joué au soccer, fait que j'étais pas sportif, là. Mais mes filles ont décidé de jouer au soccer, fait que j'ai dit je vais être coach de soccer, parce que si moi je suis pas coach de soccer, ben il n'y en aura peut-être pas. T'sais. C'est pas les gens se lancent pas nécessairement là-dedans. C'est ça. Qui fait que j'ai beaucoup de plaisir. C'est des petites, là, ils appellent ça à niveau atome, là, c'est des 5, 6, 7 ans, là, 7, 8 ans, c'est-à-dire, là. Puis, tout le long du primaire, autrement dit, j'ai suivi mes filles, puis j'ai été coach, puis j'ai adoré ça, puis t'apprends aussi à gérer des petites équipes, là, puis des petits caractères. Tout le monde veut jouer, tout le monde veut être sur le terrain, mais en même temps, tout le monde veut gagner. Fait que tu dis, faut que tu essaies de gérer les caractères, puis tu dis, ben, pour gagner, ben, il faut mettre les bons, mais si tout le monde ne joue pas, c'est une équipe récréative. Tu essaies que tout le monde ait son occasion de jouer. Oui, ça ne doit pas être toujours facile, là, parce que c'est facile. Non. Puis là, tu es là, ben,
Là, elle a joué, faut que je donne un tour ou deux à l'autre fille à côté. Puis là, ils viennent te voir. Oui, oui, mais c'est à mon tour à y aller. Elle vient de sortir du terrain, puis elle est déjà en train de te dire qu'elle veut retourner. Là. Mais tu sais, il y en a qui sont plus compétitifs que d'autres. Là. Donc, fallait gérer les caractères, les susceptibilités. Mais moi, je lui disais tout le temps, je lui dis, regarde, c'est une équipe récréative avant tout. Là. Je lui disais aux parents aussi, c'est récréatif. Oui, c'est pour s'amuser en premier lieu. C'est ça. On n'a pas, à la fin de la saison, là, on a une belle médaille, mais il n'y a pas d'argent, il n'y a pas la vie de personne qui est en compte. Là. On essaie de faire plaisir. Puis moi, je lui dis, si vous décidez de jouer une année de plus après que j'ai été votre coach, pour moi, ça me va. Ça me convient. Ça veut dire que vous allez avoir eu du plaisir, puis vous avez eu assez de fun pour décider de continuer. Pour moi, là, c'était ça qui était ma récompense. Là, puis là, ben, les filles, il y en a qui ont continué, il y en a qui ont arrêté, mais dans l'ensemble, là, tout le temps du primaire, les filles se sont suivies pas mal. Puis là, ben, au secondaire, ben, là, évidemment, là, ils commencent à rentrer des petits gars, c'était toutes des filles que je coachais. Moi, je n'ai jamais coaché de gars. Les petits gars commencent à rentrer dans le décor, puis ils commencent à avoir des activités. Fait que, rendu au secondaire, là, puis ils étaient 11 sur le terrain, puis c'était des grands. Ça demandait davantage de compétences que ce que j'avais. Fait que je les ai pas suivis jusqu'au secondaire. Là. J'ai arrêté au primaire, là, puis j'étais bien content de le faire. Là. Fait que, mais tout ça pour dire que le côté social, là, ça c'est que mais je rentre le sportif là-dedans comme étant une implication sociale. Là, pour moi, ça a toujours. Ça a été ça, toi, ton côté sportif, ça a été. Ça a été comme ça que j'ai passé le côté sportif. Là. Le coaching, là. J'ai été dans Promo Vélo ici à Québec. On faisait la promotion des pistes cyclables, des choses comme ça. J'ai fait un paquet de petites choses, là, mais comme je dis, rien de très linéaire dans mes affaires. Là. En tout cas, très varié, ça, on peut pas dire le contraire. Là, ben, ça m'amène, là, à un moment donné, quand j'ai fini au syndicat, j'ai retourné dans la fonction publique, puis presque peu de temps après, je dirais, là, c'est là que justement, là, le glaucome est apparu en 83, là. Mais disons le manque de contrôle là, du glaucome. Oui, c'est ça. Ben, en fait, il est apparu assez subitement en 83. Là. À un moment donné, j'étais dans une rencontre, puis là, je me mets à voir des couleurs bizarres, puis justement des maux de tête, des trucs comme ça. Fait que je suis allé à un hôpital, puis là, ils ont détecté du glaucome. Et là, ben, on a traité ça avec des gouttes. Puis il y a eu plusieurs épisodes où les gouttes, ça perdait le contrôle. T'sais. Puis à travers de ça, il y a eu quelque chose, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est produit exactement, mais il a fallu qu'il enlève le cristallin là, dans mon bon oeil. Qui fait qu'à un moment donné, ça semble avoir. En fait, ce qu'on m'a expliqué à un moment donné, c'est que j'étais très myope quand j'étais jeune. Et puis, il semble qu'un œil de myope est comme plus fragile. Là. C'est comme une ballonne étirée. Puis toutes les structures qu'il y a à l'intérieur de l'œil sont comme fragilisées d'autant. Puis le cristallin, ce que j'en ai compris, c'est comme retenu dans l'œil par des filaments qui étaient eux-mêmes, semble-t-il, étirés par la conformation de l'œil. Fait qu'à un moment donné, il était fragilisé, puis le cristallin est comme tombé dans le fond de l'œil. Fait que là, ben, ils ont opéré. Fait que il y a eu beaucoup de c'était un œil qui n'était pas en super bonne condition. On s'en est sorti pendant, comme je l'ai dit, une trentaine d'années, de 83 à 2011. Là. Puis là, ben, en 2011, justement, bon, je vais reculer un petit peu en arrière quand même, parce qu'en 2000, une autre des implications que j'ai prises, c'est d'être administrateur dans la Caisse populaire près de chez nous.
OK. Puis j'en suis encore membre d'ailleurs. Je reviendrai un petit peu plus tard, là. Mais donc, j'ai été même secrétaire du conseil d'administration de la Caisse, là, jusqu'au moment où j'ai perdu la vue, justement. OK. Justement, le 30 octobre 2001, j'avais eu une réunion à la Caisse, puis je suis revenu chez moi. C'est-à-dire, excuse, le matin, j'avais eu une opération en vue de contrôler le glaucome, là, parce qu'il y avait eu des épisodes où il avait perdu le contrôle, puis même, comme je dis, c'était la troisième opération qu'il faisait pour essayer d'amoindrir le glaucome. Les deux premières avaient relativement bien fonctionné, mais au bout d'un certain temps, l'œil, on pourrait dire, il aurait fallu qu'il reste dans l'état qu'il avait mis après l'opération, puis l'œil semblait vouloir revenir à son état glaucomateux, là. Donc, après les deux opérations, ça tenait la route pendant un certain temps, mais à un moment donné, ça revenait. C'est pour ça qu'ils ont fait une troisième tentative, si je peux dire. Donc, je pensais bien que ça était, comme les deux autres, que ça se passerait bien. Mais les médecins étaient, je pourrais dire, c'était un œil qui était, après ça, susceptible d'exploser à tout moment. Là. Oh. Toutes les fois qu'il intervenait dedans, c'était toujours avec beaucoup de réticence. Là. Moi, j'appelle ça un catch-22. Là. Si tu fais rien, ça va mal aller. Puis si tu fais de quoi, ça se peut que ça aille pas bien. Mm-hmm. Dans cette situation-là. Là, qui fait que j'ai eu ma rencontre, là, comme je dis, à la Caisse. Je reviens chez moi. Je me couche le soir. Bon, ça semble bien aller. Puis là, à un moment donné, la migraine me prend, là. Et là, je vais chercher mon épouse, puis je voyais encore à ce moment-là, là, mais je vais chercher mon épouse, je dis, il y a quoi qui ne marche pas, là, puis ils m'ont dit que si ça ne marchait pas, d'aller à l'hôpital. Puis là, le temps que mon épouse se prépare, je me regardais la main, là, puis la main était comme toute déformée, là, comme tu avais les doigts tout croche, là, puis le temps qu'on se rende à l'hôpital, comme je te l'ai expliqué tantôt, ça s'était assombri. Ce que je voyais, c'était tout désorienté. Puis dans le temps de le dire, là, il n'y avait vraiment plus de vision. Puis là, ben, ils ont essayé de maîtriser ça tant bien que mal, mais le dommage était fait au nerf optique. Fait que il y avait vraiment rien fait. Il s'est mis du sang dans l'œil. Quelques temps après, ils ont opéré pour essayer d'enlever le sang. Il y avait eu un décollement de rétine en même temps. Ils ont essayé de corriger ça. Puis là, ben, encore là, ça a provoqué des difficultés. Encore là, une autre crise de migraine. Là, c'était quelques mois après, là, quelques crises de migraine. Mais il reste que c'était assez pénible. Mais au moment où ça s'est produit, là, en octobre, je restais à l'hôpital là, quelques jours. Puis, mais tout de suite, je voulais essayer je voulais pas me laisser ralentir trop par le handicap. Là, puis le médecin, quand il me voit le lendemain matin, après l'opération qui a mal tourné, était bien désolé de ce qui s'était passé. J'ai dit, écoute, t'as fait ton possible, là, t'as fait ce que tu avais à faire, là. Tu regrettes pas toujours bien de m'avoir conseillé de me faire opérer, tu pensais que ça aiderait. Ça a mal tourné, c'est des choses qui arrivent. Moi, dans ce sens-là que j'ai dit, j'ai jamais eu le regard tourné vers en arrière, là, pas une minute, là. OK. Pour moi, je regardais en avant, j'ai dit, bon, faut que j'apprenne à vivre avec ça. Là, la pire, ça a été, moi je dis souvent, c'est pas perdre la vision qui a été problématique pour moi, tant que
d'avoir à gérer des migraines épouvantables à ce moment-là. C'est comme les autres, effets secondaires là, suite à ça. C'est ça, du dommage, là, du glaucome, tu sais. Fait que, donc, ils ont opéré, ils ont tenté tant bien que mal là, de limiter les dégâts. Mais malheureusement, c'est ça, la première opération qu'il y a eu comme effet de créer une autre crise de glaucome avec encore là beaucoup de migraines, beaucoup de douleurs, hospitalisation. Finalement, ils ont dû réopérer de nouveau. Puis là, j'avais beaucoup de crainte que ça recommence les migraines. Là. Mais finalement, ça a fini par s'estomper. Mais ça a été, comme je dis, dans la perte de vision, là, pour moi, l'idée, ça a été, ce qui a été plus pénible, c'est vraiment ça. Je ne dis pas que c'est gay, là, perdre la vision, ça, je ne dirais jamais ça, mais dans le contexte, là, ça a été ce bout-là qui a été vraiment excessivement pénible. Parce que là, toi, ce que tu voulais, c'était continuer après de faire le plus possible tes activités, tes implications. Ça, ben, avant tout, j'étais à 55 ans, là. J'avais 55 ans à ce moment-là. J'étais quand même pas, c'était pas mon désir de devenir un fardeau pour mon épouse. Je voulais continuer à vivre, moi, là, puis je voulais poursuivre un maximum d'activités. Puis c'est là que mon implication à la caisse m'a servi un peu moi j'appellerais là, de locomotive, si tu veux, là, pour vouloir aller plus loin. Là, t'sais. Moi, à ce moment-là, là, j'avais rien. Là, j'étais à peine capable de me déplacer dans ma maison. Des fois, j'avais l'impression que la maison chez nous, c'était comme le château d'Harry Potter, où les murs changeaient de place aux 5 minutes. Quand tu viens de perdre la vue subitement, tu n'as pas les réflexes là, de comment t'orienter dans ton environnement. Tu apprends ces réflexes-là. Là, fait que j'arrivais, puis j'étais dans mon salon, puis je me rendais à la salle de bain, puis c'était la croix et la bannière de retrouver mon chemin pour y retourner au salon. T'sais? Parce que je n'avais pas, je dirais, les bons... j'avais pas développé l'idée d'avoir mes points de repère. Là. Puis tout le temps, en arrière de la tête, est-ce que les douleurs que j'avais eues, la perte de vision que j'avais eue, les complications que j'avais eues, est-ce qu'ils sont susceptibles de revenir? Et j'avais toujours aussi cette crainte-là. Là, mm-hmm. Mon épouse travaillait. Je voulais pas lui demander d'arrêter de travailler non plus. Elle faisait le même job que moi au gouvernement. Là, fait que on s'est arrangé pour que je puisse fonctionner tout seul, parce que le temps, ici à Québec, là, l'équivalent de l'Institut Nazareth-Loubraille, c'est l'IRDPQ, l'Institut de réadaptation physique du Québec. Moi, j'ai perdu la vue en novembre 2011. J'ai pas été admis pour aucun aspect de l'IRDPQ avant le milieu, avril à peu près 2012. Là. OK, c'est qu'il y a eu quelques mois là, de... C'est ça. Donc, il fallait que je me débrouille tant bien que mal par moi-même dans mon environnement sans... fait que j'ai dit bon. Puis là, c'est là que j'ai commencé pour poursuivre mon implication à la caisse. J'ai découvert, j'avais acheté un iPhone pas longtemps avant. Je ne vois pas un iPhone, c'était un iPod, pardon. iPod que j'avais acheté pas longtemps avant. Puis, à un moment là, on a découvert les fonctions d'accessibilité qu'il y a sur cet outil-là. Okay, ça venait juste d'apparaître. Là. Ça venait vraiment juste d'apparaître sur l'iPad. Il fallait un iPad 32 gigaoctets de mémoire, puis je l'avais. T'sais. Fait que mon fils a trouvé, je ne sais pas comment ça se fait qu'on a eu connaissance de l'existence de cette
fonctionnalité-là. OK, c'est arrivé un peu par hasard, là. C'est un petit peu par hasard. Et là, je me suis rendu compte que je pouvais avoir... je savais que l'iPod avait accès à l'Internet, qui fait que là, j'ai pu m'organiser avec la caisse qui m'envoie toute la documentation numérique. Puis ça faisait pas longtemps qu'on était passé au numérique, à la caisse non plus, là. Avant ça, on avait des piles de papier. Quand j'ai commencé là-bas, au début des années 2000, on avait des piles de papier qui nous étaient livrées dans des enveloppes. C'est sûr que si j'avais été à cette époque-là, si j'avais été administrateur à cette époque-là, ça aurait été impossible de continuer. Donc, au début des années 2010-2012, la Caisse venait de faire une transition où ces documents étaient rendus en format électronique. Donc, on pouvait m'envoyer la documentation en version électronique. Mais il reste qu'il me fallait apprendre comment utiliser le iPod puis VoiceOver. Puis là, il y a eu un bon bout de piochage. Encore là, j'ai tout fait ça en autodidacte, là. OK. J'ai pas eu d'aide, là. Tu essayes, puis tu te trompes, puis tu recommences, mais c'est quelque chose, tu sais, quand je te disais que j'ai toujours aimé la technologie, puis des fois, j'allais peut-être un peu trop loin, puis je faisais des essais, puis des erreurs, ben, c'est là que ça m'a servi, cette capacité, je dirais, d'apprendre en autodidacte, là. Okay? Fait que j'ai appris à utiliser le iPod en autodidacte. Puis éventuellement, pour différentes raisons, j'ai acheté un iPhone, là. Puis là, par la suite, j'ai continué à utiliser l'iPhone avec VoiceOver. Puis là, j'ai pu être admis à l'IRDPQ également. Fait que là, ça a été les cours de canne blanche. J'y reviendrai. Puis l'apprentissage de JAWS, là, pour utiliser un ordinateur. T'sais. Mais moi, j'appellerais un power user de toute la suite Office de Microsoft. Donc, mon apprentissage était vraiment, au point de vue de JAWS et compagnie, là, de savoir comment on navigue avec JAWS. Puis qu'est-ce qu'on entend? Il y a bien des choses que, comment je pourrais dire, quand je travaillais avec Word ou quelque chose, il y a beaucoup de choses que tu ne te rends pas compte visuellement, qui auditivement, parce que tout se fait en séquence, un élément à la fois. Tu arrives, tu dis, tous les champs que je voyais d'un seul regard quand j'avais mes yeux, mon œil, là, il fallait que je les passe un par un, puis là, c'est de comprendre qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il me dit là. Vraiment dit, il y a des gens qui n'ont jamais utilisé l'informatique, puis qu'ils ont un gros apprentissage, ils ont un double apprentissage à faire quand ils apprennent l'informatique adaptée. Moi, j'avais l'avantage de m'y connaître dans les logiciels, mais ça a été quand même un apprentissage de JAWS qui a pris quelques temps. Là. Ça a pris plusieurs mois avant de devenir relativement à l'aise. Oui, puis là, il y a le côté auditif, là, forcément, qui... C'est ça. Puis, en parallèle avec ça, c'était l'apprentissage de la canne blanche. Ça a été assez sportif. Puis encore là, mon ambition n'était pas de rester chez moi, là. Fait que assez vite, avec l'intervenante qui m'a appris la canne blanche, OK, j'ai commencé à prendre des marches dans mon quartier. Le quartier, en termes d'orientation, si tu veux, j'ai pas trop de difficultés, là. J'ai l'âge mental de mon quartier. Puis, donc, j'ai pu assez vite continuer à me déplacer, c'est-à-dire reprendre des déplacements dans mon quartier, puis de marcher, puis même aujourd'hui, là, je peux faire pas mal de kilométrage quand je décide d'aller prendre une marche, là, tu sais. Puis je dis souvent à ma blonde, je dis bon, je vais essayer de me perdre. Là, j'en reviens, je dis mon Dieu, j'ai pas réussi. Mais
encore là, je veux dire, j'ai pas voulu que le handicap m'arrête. OK? J'ai perçu, grâce au iPhone et à JAWS par la suite, j'ai pu poursuivre à la caisse. Là. Puis j'étais chanceux parce que le mouvement des jardins, là, faut que je lui donne ça. Là. Il y avait le passage au numérique s'accompagnait de certaines contraintes de sécurité qui rendaient l'environnement numérique complètement inaccessible pour moi. C'est pas une question de JAWS, c'est une question des outils de sécurité. Okay. Puis, à un moment donné, j'ai fait une intervention auprès du bureau de la présidente à l'époque, Madame comment il s'appelait, non? J'ai oublié son nom. Puis, ça a remonté, puis ça n'a pas pris tellement de temps que j'ai eu un téléphone où on me disait on va travailler sur le dossier, puis ça a pris un mois ou deux, puis on m'a trouvé une solution pour qu'avec JAWS, avec mon ordinateur, mon portable, que je puisse aller directement sans avoir besoin de demander à quelqu'un d'aller chercher les documents à ma place. Là, l'idée étant de rester autonome. Là, c'est ça, vraiment, effectivement. Fait que la caisse, c'était un gros moteur pour m'amener à... parce que c'est pas facile. Là, je veux dire, objectivement, il y a beaucoup de documents. Il y a des documents à la fois financiers, puis heureusement que j'avais déjà une bonne quinzaine d'années, dizaine d'années de connaissance de l'environnement de la caisse, qui fait qu'il y a beaucoup de choses que je pouvais comprendre sans avoir besoin de lire dans le détail de tous les documents. Oui, puis pour avoir vu un peu comment c'était conçu, les documents. Fait que, mais il a fallu que tu apprennes à utiliser l'information que tu avais, puis à en tirer le maximum, puis à savoir aussi, parce que, dans le fond, je n'ai pas à être comptable. Il y a des gens très, très, très compétents qui sont comptables. Fait que nous autres, c'est de la gouvernance, c'est d'être capable de poser les bonnes questions à l'équipe de gestion. Fait que j'étais capable quand même de dégager ce genre de choses-là, puis c'est ce que je fais encore aujourd'hui. Là, fait que pour moi, c'était vraiment le défi de poursuite d'activité. Puis en parallèle avec ça, ben là, j'ai dit, bon, moi, les personnes aveugles, malvoyantes, au début, j'étais un peu réticent à aller au-devant de groupes de personnes aveugles, malvoyantes. L'IRDPQ m'avait donné une liste d'organismes qui organisaient des activités. Tu sais, t'as un cas, t'as ici à Québec l'équivalent du RAM, là, le RPHV. T'as le CQPA, Carrefour québécois des personnes aveugles, qui, je pense pas qu'ils à Bordeaux, là, mais en tous les cas, qui organise des activités sociales, sportives pour les personnes aveugles, malvoyantes, ici à Québec. On est bien servi en termes de groupes, là, de groupements qui organisent des activités. Mais moi, j'avais un petit peu la perception a priori que les personnes aveugles, là, c'était des gens qui étaient un peu repliés sur elles-mêmes. Qui étaient, mon Dieu, que c'est triste, mon Dieu, que c'est malheureux. Puis pourtant, j'avais eu l'occasion de côtoyer d'autres personnes malvoyantes ou aveugles, puis qui n'étaient pas du tout dans ce type de comportement-là, mais je ne sais pas pourquoi, c'était comme un peu la perception que j'avais à ce moment-là. Une perception générale un peu là, C'est ça. Fait que ça a retardé un petit peu le moment où j'ai décidé d'entrer en contact avec des organismes du milieu qui s'occupaient de personnes malvoyantes. Par contre, j'ai communiqué assez vite avec un cas, parce que je me dis, t'as dit que j'avais parlé à la travailleuse sociale de l'IRDPQ, j'ai dit, moi, je veux
travailler pour les gens qui sont aveugles et malvoyants. Là. Je veux faire des choses pour eux autres. Je ne sais pas quoi, mais si je peux faire quelque chose, je veux le faire. T'sais. Fait que la porte qui s'est ouverte à ce moment-là, c'est INCA, là, la fondation INCA, l'Institut national canadien des aveugles. Et ils avaient créé quelques années auparavant ce qu'ils appellent des groupes d'entraide. Là. Oui. C'est des groupes téléphoniques où il y a un animateur qui fait en sorte que c'est il appelait ça à l'époque des groupes de pairs. Là. On voit ça dans d'autres milieux, là, pour le deuil, pour différents services. Tu mets en contact une personne qui a passé au travers avec des gens qui sont en train de passer au travers. C'est ça, qui sont en processus là, de... En processus, c'est ça. Ou Bon, à un cas, les groupes de pairs, c'était davantage, je dirais, des groupes d'échange d'informations, d'échange d'expériences. Tu sais. Fait que pendant une ou deux sessions, j'ai participé à des groupes, mais moi, j'avais bien indiqué à la responsable de l'époque. Je dis, moi, je ne veux pas être juste un spectateur, je veux être un acteur. Tu sais. Fait que, au bout de deux sessions, je suis devenu animateur de ces groupes-là. Puis, j'en anime encore aujourd'hui. Ah oui, OK. Ça fait, probablement, si je ne suis pas leur plus vieil animateur, pas juste en termes d'âge, là. Mais, en termes de longévité. Là, en termes de longévité, c'est ça. Puis, il y a 2 ans, ils m'ont donné un petit certificat là, quand ils ont fêté le 100e anniversaire, là, ils m'ont donné un petit certificat de reconnaissance. Là. Mais tout ça pour dire que moi, c'était une manière, ça aussi, là, de faire en sorte que si j'avais peut-être vécu quelque chose de pénible, la façon que j'ai, moi, de rendre ça acceptable, je dirais, c'est surtout pas de rester immobile, là, puis de rester assis sur mon fauteuil. La TV, ça m'intéresse pas. Fait que c'est de me trouver des activités, là, tu sais. Fait que après ça, ben là, j'ai collaboré avec, justement, avec le CQPA, là, le Carrefour québécois des personnes aveugles. Puis, à un moment donné, bon, il y avait toutes sortes d'activités. À un moment donné, il y avait un groupe qui faisait du théâtre. Puis, on m'avait appelé, on prenait des boîtes là, de jeux, comment tu appelles ça, là, tu réunis des gens autour d'une table, là, puis faut que tu trouves le coupable, il y a eu un meurtre. Ah, des meurtres et mystères, là? Voilà, c'est ça. Mm-hmm. Fait que la façon qu'il y avait de faire le meurtre et mystère, c'est qu'il prenait une boîte de jeux, puis là, ben, il a théâtralisé en quelque sorte. Fait qu'après 2 ou 3 expériences de ce genre-là, je lui dis, ben tiens, je vais écrire une pièce meurtre et mystère, en tout cas, une pièce de mystère, je dirais ça de même, là. Fait que j'en ai écrit 2 ans de suite. C'est qu'il faisait ça dans le cadre de ce qu'il appelle le Fête des Rois. OK? C'était une activité de financement. Fait que pendant 2, c'est pas 3, j'avais écrit 3 fois, 3 ans, ouais. J'avais écrit quelque chose pour que ça soit joué par des acteurs aveugles ou malvoyants, là, tu sais. Ça a été bien amusant, ça aussi. Puis le théâtre, ben là, avec le CQPA, on a continué. On avait un groupe de théâtre, donc on a joué quelques pièces de théâtre. Ça aussi, ça a été bien fait. Certaines qu'on écrivait, certaines qu'on jouait des pièces déjà existantes, là, tu sais. Oui, parce que j'avais parlé d'une pièce, d'une troupe de théâtre à Montréal, là, qui a des non-voyants dedans. Oui. Puis j'avais été dire à un moment donné, je crois que c'était la seule troupe, puis je me suis fait ramener à l'ordre, comme quoi qu'à Québec aussi, ça se faisait. Oui. Ben, la différence, parce que je crois avoir parlé à ces gens-là, parce que je voulais en savoir un petit peu plus long, là. Puis la différence, c'est que les autres sont vraiment... c'est une troupe, appelez ça une vraie troupe, dans le sens où ils ne font que ça. C'est la fonction de l'organisation. Oui, c'est de monter des pièces. OK? Alors que là,
c'est davantage une organisation de loisirs et parmi la gamme d'activités qu'ils ont, un groupe qui fait du théâtre. Ça me fait davantage penser, le CQPA, aux organismes de loisirs paroissiaux. C'est comme un organisme de loisirs où tu as des scouts, tu as des cours d'espagnol, tu as des cours de toutes sortes de choses. Puis, by the way, il y a des cours de théâtre. Il y a une troupe de théâtre. Ben, c'est un petit peu ça, le CQPA. Oui, ben c'est un peu comme les groupes, les clubs qu'on a à Montréal puis sur la rive sud, là, qui offrent une panoplie d'activités. Ouais. Le CQPA, c'est davantage cela. Puis là, ben, à un moment donné, puis c'est là que Pierre, je pense que c'est un petit peu là que j'ai attiré son attention, parce qu'à un moment donné, avec le CQPA, j'étais venu un soir ou deux, puis j'avais présenté comment utiliser un iPhone, justement, là, tu sais. Fait que Pierre, je pense que ça avait attiré son attention. Et il avait décidé par la suite de se procurer un iPad là, ou un iPhone, je ne sais pas, je ferais les deux. Fait que, mais lui, il voit encore, là, fait que c'est quand même... il a pu travailler avec les deux, là. Fait que c'est comme ça un peu que Pierre, là, comme je dis, j'ai attiré son attention. Mais tu sais, j'essayais tout le temps de comment je dirais, donc, d'ouvrir des horizons quand je peux aux gens, en particulier les personnes aveugles, malvoyantes. Là. Puis, il y a 5 ans, ici à Québec, là, l'équivalent du RAM, là, le RPHV, regroupement des personnes handicapées visuelles qui couvre les régions 0, 3 et 12, c'est-à-dire Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches. Donc, le RPHV, le président avait décidé, il quittait la région de Québec, donc son poste était ouvert. Fait que j'ai présenté ma candidature et on m'a élu à la présidence. Là, ça fait déjà 5 ans. Fait que là, ça implique de voir, là, à diriger un petit peu le conseil d'administration, orienter un peu le travail du directeur général, mais je ne peux pas dire qu'il a besoin de tant d'orientation que ça. Il connaît son boulot. Il connaît très, très bien son boulot, là, puis la shop est bien gérée. Fait que c'est vraiment de représenter les membres auprès de la direction générale, puis d'expliquer aux membres qu'est-ce qui est fait. Évidemment, là, avec la pandémie, c'est plus compliqué. Mais donc, j'ai poursuivi mon implication à ce niveau-là, puis de continuer avec la caisse. Puis après ça, ben là, j'ai essayé des choses. À un moment donné, je m'étais dit, avant de rentrer au RPHV, bon, je dis que quelle activité qu'un non-voyant pourrait faire. Fait que là, j'ai communiqué avec Telaide, là, qui font de l'écoute téléphonique. Je suis rentré sur leur CA pendant 1 an et demi à peu près, mais je m'entendais pas bien avec le président de l'époque, là. Puis moi, ce que j'aurais aimé, c'est faire de l'écoute, mais bon, c'est des contraintes techniques, je dirais, parce qu'il fallait qu'ils enregistrent les appels, pas enregistrer les appels, mais enregistrer des données sur les appels. Puis il fallait utiliser un ordinateur, des choses comme ça. Fait que, on m'a proposé plutôt d'embarquer sur leur CA. J'ai fait ça pendant 1 an et demi, 2 ans, là. Puis j'ai dit, je me suis rendu compte que ça allait pas très bien. Fait que j'ai laissé tomber. J'ai rentré aussi ici à Québec sur ce qu'on appelle la maison Léon Provencher. C'est un petit musée qui est ici à Cap-Rouge, pas loin de chez moi. Mais là, j'ai laissé tomber l'an passé. J'avais fait pas mal de tours. Puis il y avait des difficultés de fonctionnement de cet organisme-là auquel je n'étais pas en mesure de contribuer. D'apporter des solutions. Des solutions, c'est ça, parce que là, il y avait des problèmes financiers importants, puis ça exigeait, je pense, une implication
beaucoup de travail que je n'étais pas en mesure de réaliser, là, en partie justement à cause de mes capacités. Là, mais je pense que ce qui est important, là, c'est d'essayer des choses. C'est oui. de dire, bon, ben, j'aurais envie d'essayer ça. On ne sait jamais trop à l'avance si ça va fonctionner ou pas. J'ai pas peur, là. La personne qui s'occupe d'un cas fait 2 ans qu'elle me demande de présenter ces groupes d'entraide dans le cadre de la conférence Technovision, là, qui font un cas, là. Oui. Fait que l'année passée, en 2019, il était à Québec. Fait que elle m'a demandé de venir faire la présentation dans un atelier, là. Fait que je l'ai présenté. Puis cette année, je le faisais de façon virtuelle, là. Oui, c'était en ligne cette année. C'était en ligne cette année, c'est ça. C'était amusant, tu sais. Mm-hmm. Puis après ça, là, qu'est-ce que. Ah oui, c'est ça. Là, j'essaie de ne pas me limiter non plus à des activités exclusivement destinées à des malvoyants. C'est un petit peu pour ça que je suis allé vers Telaide ou vers la Maison Provencher. Puis là, ben, en laissant la Maison Provencher, voyant que j'avais un petit peu de temps de libre, j'ai décidé de me rapprocher d'une organisation qui était un peu la suite de mon implication syndicale, en quelque sorte, là. C'est que les professionnels retraités du gouvernement ont créé une association, puis le président, je le connais bien. Fait que je l'ai contacté, j'ai dit, bon, ben, est-ce que tu penses qu'il y aurait une place pour moi dans l'organisation? Fait que ils ont un conseil, on peut dire d'administration de la région de Québec. Fait que là, j'ai embarqué là-dedans l'an passé. Puis là, je commence à prendre un petit peu plus de place. Là, demain matin, d'ailleurs, on a une petite rencontre pour parler des activités qu'on peut offrir aux gens, en particulier en virtuel. Donc, j'essaie de ne pas rester les bras croisés. Là, de varier là, C'est ça. Autant des activités concernant les personnes voyantes, mais concernant aussi les personnes malvoyantes, je trouve que ça garde les horizons plus larges. Je trouve que c'est trop facile de s'encabaner. Là, t'sais. Mais moi, c'est le message, en tout cas, que je retiens de notre entretien aujourd'hui, parce que dès le départ, tu voulais pas rester enfermé dans la maison, non. Mais au-delà de ça, continuer de s'impliquer, puis de s'impliquer dans toutes sortes de toutes sortes de milieux, dans toutes sortes de domaines. Oui, aider la communauté des non-voyants, les groupes d'entraide, à écrire je sais pas comment on appelle ça, des pièces, là, En fait, c'est vraiment que je pense que tu me dis au début, là, tu veux montrer des portraits de gens qui sont impliqués dans leur communauté, qui réalisent des choses, mais qui montrent en quelque sorte que c'est pas parce que tu es non-voyant ou malvoyant là, que tu deviens d'un seul coup incapable. Tu n'as pas perdu tes 2 bras, tu n'as pas perdu tes 2 jambes. Là. Les capacités que tu avais avant de perdre la vue, tu les as encore après. Puis tes intérêts que tu avais avant sont encore là après. Il s'agit que tu trouves c'est la façon de réaliser ces choses-là qui est différente. Mais si tu as un caractère de fonceur, ben, tu l'as encore après, là, tu sais. Fait que moi, c'est un message que je veux donner dans le cadre de notre entretien, c'est allez-y, les amis, là. Allez-y à la limite de vos capacités. Respectez-vous tout de même, là. Mais allez-y à la limite de vos capacités, puis gênez-vous pas d'essayer. Moi, je regarde à la caisse, en tout cas, le mouvement des jardins, dans mon dossier à moi, là, a été très ouvert à me supporter et le faire encore aujourd'hui. Fait que
dans la mesure où tu montres une ouverture, une capacité d'adaptation et des capacités tout court, là. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont ouvertes aux personnes malvoyantes. Mais c'est sûr que là, j'ai fait des études alors que je voyais, j'ai travaillé pendant que je voyais, je sais que je suis privilégié, là. Tu sais. Je suis installé dans ma maison avec mon épouse. Donc, c'est des choses que j'ai pas à me soucier, là. Tu sais. Mais je pense que chacun a ses caractéristiques, ses forces, puis il s'agit d'être capable de tabler dessus. Mais c'est sûr qu'on a, puis c'est un peu ça aussi avec des organismes comme le RPHV, aussi les messages que toi t'envoies, d'être capable de revendiquer une place pour les personnes malvoyantes. La société les accepte de plus en plus. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire, là. Il ne faut pas s'asseoir sur les lauriers. T'sais. Mais il faut passer un message. J'essaie de passer un message positif. En même temps qu'il faut être conscient que quand tu es malvoyant, surtout quand tu l'es, je dirais, de naissance, c'est sûr que tu pars avec des choses qui sont plus difficiles, là. Mais il y a tellement de choses à faire que c'est une raison de plus pour trouver la chose qui nous intéresse, ses capacités, son intérêt, puis d'y aller. Oui, puis je pense que ce que tu m'expliques que tu comptais faire avec ta série d'entrevues, ben, c'est un peu ça, c'est de montrer une multitude de parcours, puis de montrer qu'il n'y a pas juste une façon de faire quelque chose de bien, même quand tu vois pas bien. Oui, j'aime ça de la façon que tu le dis, parce qu'effectivement, c'est en plein ça, puis je veux que tout le monde se sente inclus dans cette capacité-là là, de pouvoir avoir une réalisation, une ou plusieurs réalisations, là, malgré notre handicap, malgré notre état. Oui. Puis, comme je dis, je suis conscient que je suis privilégié, mais malgré tout, j'adhère totalement à ce que tu dis à l'instant, là. Et moi, en tout cas, je savais encore une fois que j'allais apprendre plein de choses aujourd'hui et j'espère que, bon, c'est sûr, ça fait 150 fois à peu près que je le répète, mais je pense qu'on répétera jamais assez. J'espère que le message passe bien, que les gens qui écoutent les entrevues, justement, vont se sentir interpellés, vont se sentir inspirés. Et c'est pour ça que je continue à faire d'autres entrevues. Là, en faisant à distance, on peut élargir aussi le territoire des gens avec qui on parle. C'est plein de côtés positifs. Puis, moi, je peux te dire, en particulier par les implications que j'ai en ce moment avec des personnes aveugles ou malvoyantes, là, que il y a des gens réellement extraordinaires qui font des choses incroyables que c'est pas connu ou reconnu à sa juste valeur. Puis je pense que moi, en tout cas, je suis content d'entendre ce que toi tu réalises, puis j'espère que ça va se continuer puis que ça va se diffuser largement à grande échelle. On le souhaite et on se laisse là-dessus. Moi, je te remercie beaucoup, en tout cas, pour ton temps, pour ton témoignage. Et je suis persuadé que les gens vont continuer d'adhérer justement au message qu'on fait passer. Tout à fait. Ben, merci encore. Merci de m'avoir reçu là. Ben, c'est moi qui te remercie. Vous venez d'écouter Connaissez-vous avec Martin Chouinard, collaborateur bénévole. Montage, Frédéric Gauthier.
Mise en ligne, Stéphanie Carrasco. Musique, Stéphane Pilon. Présentatrice, Katia Darèche. Un immense merci à l'Association des aveugles de la Rive-Sud, AARS, ainsi qu'aux autres entreprises et organismes de nous prêter des locaux pour l'enregistrement de certaines de nos entrevues. Pour connaître les dates de nos prochaines émissions, ainsi que nos invités à venir, nous vous invitons à vous abonner à notre infolettre et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous faire part de vos questions, commentaires et suggestions en passant par notre site Internet au www.martinchouinard.com. Avant de vous quitter, il est important de vous rappeler que les opinions émises par les invités entendus à cette émission leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de Connaissez-vous. À la prochaine!